Dans cette vidéo, je vais vous parler du contrôle neural à distance. Ce n'est pas pour déresponsabiliser, mais pour donner des éléments qui peuvent permettre d'examiner avec soin la responsabilité de chaque individu dans une action. Avec soin et justice, évidemment. Alors, j'ai choisi de vous lire des parties du texte de Wikipédia, car lorsque le site considère qu'un texte ou un auteur est complotiste, la présentation de celui-ci en est très sévère. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. J'ai choisi de vous présenter José Delgado, même s'il existe des sources encore plus anciennes, car il est très connu et reconnu. Donc je cite, il a publié plus de 200 communications scientifiques, il est une autorité reconnue en recherche neurocomportementale. Et là, je rajoute que personne de raisonnable ne songe à contester ces études méticuleusement, mais cruellement sourcées. Tout d'abord, je vais vous lire un petit passage de son livre principal. L'individu est sans défense contre la manipulation directe de son cerveau, car il est dépouillé des mécanismes les plus intimes de sa réactivité biologique. Dans les expériences, la stimulation électrique d'une intensité appropriée prévaut toujours sur le libre arbitre. Et ça, c'est important. Alors, qu'une certaine force ait pu depuis toujours prévaloir sur le libre arbitre, c'est pas nouveau. Si quelqu'un de plus fort que moi me force à fermer la main, j'arriverai pas à résister. Mais là, ce qui diffère, c'est que ça peut se faire à distance et que certains principes que je vais exposer peuvent entraîner une manipulation très intime. La possibilité d'annihiler l'identité de l'individu, ou pire, de le contrôler à volonté, a parfois été considérée comme une menace future, pire que l'Holocauste atomique. Et je suis bien d'accord. Alors, je vais vous lire certaines parties de ce texte et rajouter quelques sources plus actuelles et des réflexions personnelles. José Delgado est né en 1915, donc c'est pas d'hier, hein, et il est mort en 2011. C'est un pionnier dans la technologie des implants cérébraux. Il étudie la médecine à Madrid, où il sera professeur associé de physiologie. Il rejoint l'université de Yale en 1950 et il travaille avec un autre chercheur qui travaillait sur la lobotomie. Il y expérimente chez l'animal puis chez l'homme la stimulation électrique du cerveau. En anglais, c'est ESB, Electrical Stimulation of Brain. Je vous mettrai le nom par écrit pour que vous puissiez chercher des sources, ainsi que la lecture de certains signaux cérébraux. La stimulation et la lecture des signaux sont faites grâce à des électrodes implantées dans certaines parties du cerveau pour constituer des implants cérébraux. Dans un premier temps, elles sont reliées par un fil à un circuit électrique externe. Puis, en raison de problèmes d'hygiène et de déplacement, ils mettent au point un système radiocommandé, le Stimoceiver, qui est l'équivalent des puces dont on parle beaucoup actuellement. C'est pas d'hier. Actuellement, par contre, il est possible de placer dans l'organisme des éléments de dimension nanométrique et avec un système d'auto-assemblage
de leur permettre de constituer par la suite une puce qui est possible, et il est possible de la placer à différents endroits dans l'organisme. Robert Duncan, qui est un ingénieur qui a travaillé dans ces milieux, parle aussi souvent d'une technologie, évidemment sans fil, mais aussi sans puce. Et j'en parlerai un petit peu à une autre occasion. Alors, Delgado dit que le transmetteur peut rester dans la tête d'une personne toute sa vie, et l'énergie pour le faire fonctionner est transmise par des ondes radio, ce qui paraît logique, les champs électriques et magnétiques étant liés. En stimulant ainsi différentes parties du cerveau, il parvient à plusieurs effets sur la motricité, les émotions, l'humeur et aussi sur d'autres points qu'on va aborder. Tout d'abord, la motricité. Delgado pouvait contrôler les animaux comme des jouets électriques. En pressant sur différents boutons, il pouvait ainsi faire ouvrir et fermer les yeux d'un singe, lui faire tourner la tête, bouger la langue et les lèvres, provoquer un grognement, le faire éternuer, bâiller, écoutez bien, augmenter ou diminuer fortement la quantité de nourriture consommée. Donc, il s'agit là d'un trouble de l'alimentation artificiellement déclenché. C'est important de le noter. Il pouvait faire tomber dans un sommeil profond. Tout ce qui est déclenché de cette manière-là est difficile, voire même impossible à contrer, comme on a pu le voir dans le texte que j'ai lu au départ, ou alors maintenir éveillé. Il pouvait modifier le rythme cardiaque. Il pouvait également forcer un chat à se lécher, y compris durant son sommeil. Il pouvait le forcer à lever une patte. Je vous lirai l'expérience, car elle est très intéressante. Avec des stimulations dans l'hypothalamus, il pouvait contrôler la dilatation des pupilles aussi facilement qu'un objectif d'appareil photo. Alors je souligne que si je me rapproche de la lumière, mes pupilles vont changer. Si je m'éloigne aussi, c'est possible aussi de faire changer la taille des pupilles avec soit des médicaments, soit de la drogue, mais c'est possible aussi de les faire changer par ces moyens-là. Donc c'est très très important de considérer l'ensemble de ces possibilités. Delgado fit également des expériences sur des humains. Il réussit à forcer quelqu'un à plier les doigts. Le signal électrique envoyé dans les cerveaux étant supérieur à la volonté du patient cobaye de garder les doigts tendus. À ce propos-là, je rajoute que fermer les doigts, c'est un mouvement qui est neutre. Ça fait de mal à personne, etc. Il aurait pu aussi lui faire faire un mouvement positif. On est d'accord. Mais il aurait pu lui faire faire un mouvement d'autodestruction. Et ça, c'est très très important, car dans la première vidéo, j'ai évoqué toutes ces techniques et technologies qui pouvaient pousser une personne au suicide. C'est possible de pousser une personne en suicide en jouant, en détournant son système de valeurs, en lui suggérant, en le manipulant, qu'il aurait fait quelque chose de bien en se suicidant. Je reviendrai plus en détail sur le suicide forcé parce que c'est un chapitre qui est extrêmement important. Mais là, il peut s'agir d'une autre méthode de suicide forcé. Et je suis tombée il y a peu de temps sur un texte qui prouve que dans certains laboratoires, les laboratoires d'Elon Musk d'ailleurs,
certains singes qui n'avaient pas du tout de comportement autodestructeur en étaient arrivés à s'automutiler. Mais ça, déjà, à l'époque de Delgado, ils pouvaient le faire à distance. Donc tout ça, c'est pas nouveau. En stimulant différentes régions du système limbique, il pouvait provoquer la peur et de la très forte nervosité, encore des symptômes psychiatriques. De la convoitise, cela est utilisé en neuromarketing et pour des objectifs encore plus graves. J'y reviendrai. Il pouvait provoquer du bavardage et d'autres réactions. En stimulant la région limbique, appelée septum, il pouvait provoquer de l'euphorie et dans certains cas suffisamment forte pour contrer une dépression. Ok, super, très bien, mais comme c'est possible aussi de la fabriquer, il faut quand même faire attention à la manière dont ces choses sont utilisées. Ou alors pour contrer une douleur physique. Alors ça, c'est bien, mais comme c'est possible aussi de créer une douleur physique, et là j'ai beaucoup de sources qui en parlent par ces moyens, voilà, il faut réfléchir aux conséquences que cela peut avoir. D'après Delgado, dans une publication, la stimulation de différents points de l'amygdale et de l'hippocampe pouvait provoquer des sensations agréables, de l'exaltation, un état de réflexion, de la concentration, des sentiments bizarres, une forte relaxation, des visions colorées et d'autres réactions. Donc, si Delgado en avait eu envie, et ceux qui emploient ces méthodes, il aurait très bien pu, et il l'a fait d'ailleurs, provoquer des réactions complètement déplacées et qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, tout ça, c'est psychiatrisable. Donc, voilà. Alors, je vais vous parler des autres choses qu'il pouvait faire. Delgado disait également pouvoir inspirer un mot dans les pensées et provoquer des hallucinations auditives, comme l'écoute d'un morceau de musique du début jusqu'à la fin. Cela rejoint l'effet frais sur lequel je ne veux pas m'attarder aujourd'hui. Contournez l'oreille. Lorsque vous entendez quelque chose, votre oreille va traduire un signal audio en un signal électrique que votre cerveau va analyser. Là, avec ces méthodes, on peut se passer du signal audio et provoquer un signal électrique dans votre cerveau qu'il va analyser comme étant un signal audio. Alors, il disait, nous sommes seulement au début de notre compréhension de la stimulation électrique du cerveau. Nous savons qu'elle peut retarder un battement cardiaque, bouger un doigt, inspirer un mot dans la mémoire, les pensées. À ce propos-là, si, Monsieur Delgado, vous avez inspiré une pensée qui ne venait pas de vous et qu'à ce moment-là, vous êtes devant un détecteur de mensonges, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on va détecter une pensée, mais ça n'aurait pas été votre pensée, ça aurait été celle de M. Delgado ou d'autres personnes utilisant ces techniques. Point de suspension. Il pouvait provoquer des sensations, on est bien d'accord, et il put également provoquer la remémoration d'événements oubliés depuis longtemps. Ok, très bien. Maintenant, il faut savoir que, et là il y a eu beaucoup de procès, et dont certains ont été gagnés, qu'il est possible d'induire des faux souvenirs par le moyen de l'hypnose. Je vous laisse chercher, il y a beaucoup de sources. Il est possible d'induire des faux souvenirs par manipulation psychologique, là aussi il y a beaucoup de sources, mais c'est possible aussi d'induire des faux souvenirs par manipulation technologique. Là, vous voyez le livre à l'envers, donc je vous mettrai le nom du livre, et qui s'appelle Des machines nanométriques pour un contrôle ultime
et fausse mémoire, je vous dis en français. Hein. Voilà, mais le livre est en anglais. Et il est très intéressant, même si je n'ai pas fini de le lire. Donc il faut faire attention. Hein, quand quelqu'un vous dit qu'il a provoqué une remémoration d'événements oubliés. C'est pas forcément faux, mais c'est pas forcément vrai. Alors après, il va vivre des controversées incompréhensions. En 1963, dans un ranch en Espagne, Delgado fait une démonstration spectaculaire, qui passe à la télé d'ailleurs, dans laquelle il parvint à stopper l'élan d'un taureau en stimulant son noyau codé grâce à un transmetteur audio qu'il lui avait auparavant implanté. Il la tenait à la main. Il contrôlait également chaque action de l'animal. Très bien. Donc là, il a pu le stopper dans son élan. Il ne s'est pas fait tuer par le taureau. C'est très bien. C'est très bien. C'est une très bonne chose. Par contre, s'il contrôlait chaque action de l'animal, il aurait pu utiliser cet animal pour foncer sur quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment très important de le prendre en compte. Dans une autre vidéo, je vous lirai dans le chapitre 14 de son livre comment il a pu réussir à susciter une rage chez un chat très tranquille. Très tranquille. Alors, parmi ses expériences sur les êtres humains, on peut citer une jeune femme épileptique de 21 ans qui jouait calmement de la guitare et qu'il fit violemment enrager. Évidemment, il avait prévenu ce qui allait se passer grâce au stimosiever qu'il lui avait implanté, au point qu'elle casse la guitare contre le mur, manquant de peu la tête du chercheur scientifique. Évidemment, c'était une réponse à la stimulation électrique. C'est bien, mais on peut poser la question de la responsabilité. On peut également citer le cas d'une patiente de 30 ans qui, lorsqu'elle était stimulée à un point particulier du lobe temporal, avouait au thérapeute son intérêt pour lui et lui embrassait les mains. Alors, j'aime pas ce terme avoué parce que là, je ne vois pas ce qu'elle avait avoué parce que je pense que cette personne ne ressentait rien de particulier pour son thérapeute à la base. Dans la mesure où il a fait l'expérience avec d'autres patientes, et toujours en stimulant un endroit équivalent, il obtenait les mêmes réactions, et lorsque la stimulation s'arrêtait, la réaction s'arrêtait aussi. D'accord? Et lorsque la stimulation était terminée, c'est ce que je disais, elle redevenait aussi distante que d'habitude. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que cet homme-là n'avait pas l'air vraiment de prendre en compte la perturbation que cela pouvait engendrer, à la fois chez les animaux, évidemment, mais chez les gens. Voilà. Donc, les recherches de Delgado étaient financées non seulement par des organisations civiles, mais aussi par des organisations militaires, comme le Bureau des recherches navales. Il a cependant toujours réfuté avec véhémence avoir travaillé avec la CIA. Il se disait pacifiste. Bon, pourquoi pas. Alors il était enthousiaste sur sa technique et il a souvent minimisé les risques de dérive de cette dernière, même si l'on reconnaît le caractère imparfait, ce qui est déjà pas mal. Cependant, en 1966, un sursaut d'éthique, Delgado affirme que ses travaux amènent à la conclusion déplaisante que les mouvements, les émotions et l'humeur peuvent être contrôlés par des signaux électriques et que les humains peuvent être contrôlés comme des robots en appuyant sur des boutons. Alors, ce principe-là a été utilisé dans des recherches comme des recherches qui s'appellent MK Ultra aux États-Unis et d'autres qui sont encore plus poussées que ça. J'ai aussi des sources concernant des recherches russes
Et ces projets, pour donner une définition simple, c'est répondre à la question comment utiliser une personne comme marionnette avec diverses méthodes. Donc pour faciliter cela, les cobayes étaient placés souvent dans des états seconds, avec différentes manières toutes plus abominables les unes que les autres. Et voilà, pour MK Ultra, c'est un projet qui a été partiellement déclassifié. Bill Clinton a même demandé pardon pour ces projets, mais d'autres ont pris place et cela utilise beaucoup plus des actions à distance, comme celle que je décris. En 1969, il parle de dérives ornéliennes de ces travaux, que ces travaux pourraient avoir, et qui pourraient servir à réduire en esclavage des humains. L'esclavage n'est pas nouveau, il peut être entraîné par un héritage social, par la force physique, les menaces, le chantage, les dettes, mais là, en l'occurrence, c'est par l'activité électrique imposée, de près comme à distance, donc de manière extrêmement sournoise. Alors il se fait vivement critiquer, voilà, on lui dit que la chirurgie et la stimulation du cerveau pourraient réprimer les tendances violentes des Noirs faisant des émeutes. Ok. Ceci dit, je ne suis pas pour les émeutes, mais la justice sociale, ça peut être pas mal aussi, hein, pour éviter les émeutes. Et ensuite, il se fait critiquer par des médecins opposés aux implants, comme Peter Breggin, qui en 1972 accuse ses collaborateurs et les partisans de la lobotomie d'essayer de créer une société où tous ceux qui dévient de la norme seront chirurgicalement mutilés. Bon, après, d'autres personnes ont pu dire que le bénéfice thérapeutique était discutable. Bon. D'autres personnes se sont plaintes qu'il leur avait implanté un psilocider. Voilà. Alors, une chose très très importante, c'est qu'en 1973, il fut habité par Villar Palazzi, qui était le ministre du dictateur espagnol Franco, pour aider à organiser une nouvelle école de médecine à l'université autonome de Madrid. Delgado précise à ce sujet qu'il n'y eut avec le ministre aucun problème concernant la controverse au sujet de ses travaux sur les implants cérébraux. Est-ce que cela vous paraît étonnant? Moi, pas tellement. Parce que Franco ne brillait pas pour sa bienveillance humanitaire. L'offre faite par le ministre était trop intéressante pour être refusée. Delgado demanda « Pourrais-je avoir les mêmes avantages qu'Ayala ?» Et le ministre répondit « Non, non, vous aurez bien mieux. » Donc, du coup, tout son ressources d'éthique a fondu comme neige au soleil. En 1974, donc, il retourne en Espagne. Il teste des casques transmettant des impulsions électromagnétiques au cerveau. Et par la suite, alors, son influence diminue notablement dans le milieu de la recherche. Étonnant. Et les expériences de stimulation électrique cérébrale par électrode sont progressivement abandonnées. Et là, on peut légitimement se poser la question de savoir si ces recherches ont été réellement abandonnées ou alors classifiées. Pourquoi? Parce que certains brevets déclassifiés prouvent que ces principes ont utilisé
ont été utilisés pour fabriquer des armes. Ce sont des brevets déclassifiés, donc je peux vous donner des numéros de brevets sans me mettre en tort par rapport à la loi. Dans le milieu des années 1980, un article du magazine Omni et des documentaires de la BBC et de CNN, on est bien d'accord que ce ne sont pas des médias complotistes, cite ces travaux comme une évidence que les États-Unis et l'Union soviétique pourraient avoir développé en secret des méthodes de contrôle des pensées. Delgado arrête toute recherche au début des années 90. Donc dans la prochaine vidéo, elle sera très technique, mais je vais essayer de la faire le plus courte possible pour vous montrer à quel point, avec ces recherches, il est possible d'influencer le comportement d'un individu ou d'un animal sans même qu'il s'en rende compte.